C'est lors du second débat de ce sens public consacré aux menaces de guerre qui pèsent sur la France et l'Europe. Faut-il se préparer à perdre nos enfants, comme l'a dit le chef d'état-major des armées lors du congrès des maires? Le service militaire volontaire proposé par Emmanuel Macron est-il suffisant? Comment faire prendre conscience aux Français que les dividendes de la paix sont sans doute terminés? Avant d'en débattre, Céline Schmitt nous rappelle les propos du général Mandon et les remous qu'il a provoqués. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, alors on est en risque. C'est la phrase choc qui a glacé le sang des Français. 10 jours plus tard, Emmanuel Macron présentait les contours du futur service national, opérationnel dès 2026. L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Alors l'Europe vit-elle peut-être son dernier été en paix, comme a averti le ministre allemand de la Défense? Le scénario d'une future attaque de la Russie contre un État européen à l'Est est en tout cas très sérieusement envisagé, notamment par cet expert. Ce serait une agression peut-être directe, ou alors peut-être hybride, c'est-à-dire que ce sera peut-être en dessous du seuil de guerre ouverte, mais en tout cas, ça sera une agression de grande ampleur. Donc, c'est difficile de dire. Je pense que dans les 5 ans, si ça doit se passer, ça se passera dans les 5 ans. Là aussi, tout dépend de la menace, de l'attaque, etc. Mais clairement, ce seront probablement des milliers d'hommes qui devront être envoyés. À 7000 km de la France, depuis le Kirghizstan la semaine dernière, Vladimir Poutine, qui ne perd pas une miette du débat, a répondu. Il n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe et juge même l'idée absurde. Mais aujourd'hui, le chef du Kremlin précise et se dit prêt dès maintenant si l'Europe veut la guerre. Depuis 2022, surtout, tout ce qu'il dit, il faut inverser. Donc s'il dit que je ne compte pas faire la guerre, il faut au contraire considérer qu'il compte bien faire la guerre. Quand qu'il cherchait à nous convaincre que non, on ne rentre jamais, donc les soldats massés à la frontière biélorusse, à la frontière ukrainienne, n'allaient pas envahir l'Ukraine, que c'est un exercice militaire, voilà. Évidemment, c'est le contraire qui s'est passé. Je crois que c'est clair en ce qui concerne Poutine, c'est le mensonge qui est chevillé au corps. Selon un récent sondage IFOP, 70% des Français s'opposent à l'envoi de troupes en Ukraine. Nos enfants doivent-ils se préparer à la guerre? On en débat tout de suite et j'accueille Jean-Marie Bockel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ancien secrétaire d'État à la Défense, ancien sénateur du Haut-Rhin. Nicole Niesotto, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et vous publiez Fracture dans l'Occident, comment en étant arrivé là, comment en sortir aux éditions Odile Jacob. Pablo Pio-Vivien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard et votre dernier numéro justement est consacré à cette question de la guerre, des menaces de guerre. Et Michael Darmon, éditorialiste pour Sens Public, est évidemment resté à mes côtés. Je vais redémarrer à partir des propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, Jean-Marie Bockel. Est-ce qu'il a eu raison finalement d'alerter les Français sur ces menaces grandissantes? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il l'a fait dans un discours géopolitique construit. Il n'a évoqué le risque encouru par des soldats dans le cadre d'un conflit qu'à un moment de son propos, il avait déjà dit quelques semaines avant que les Russes, auxquels vous venez de consacrer également une partie de votre reportage, allaient nous tester durement dans les prochaines années. Je pense qu'il a été beaucoup critiqué d'avoir dit ça dans le Congrès des maires de France. Moi, je pense que sur le fond, les choses doivent être dites. Après, il y a eu beaucoup d'instrumentalisation. Il ne s'agissait pas d'envoyer sur le front russe nos enfants. Il s'agissait de rappeler qu'un certain nombre de soldats qui aujourd'hui sont engagés, et demain, même pour ceux du service national, ils seront volontaires, entraînés, prêts aux missions qu'on leur confiera. Ils seront dans l'espace européen, comme certains sont déjà aujourd'hui dans les pays baltes, à terre ou à l'air, ou en Roumanie. Et ils savent qu'ils encourent des risques. Quand on est soldat et quand on est en opération, on encourt des risques. Je raconte souvent l'anecdote, aujourd'hui bien triste, de mon fils qui nous disait quand on s'engage et quand on part en OPEX, on fait la photo.
pour le cas où. On rigole bien. Mais en même temps... Ça veut dire que votre fils qui est mort dans un accident de 2 hélicoptères, il avait intégré ce risque. Mais il avait intégré, mais nous aussi, sauf qu'on n'y croyait pas, parce qu'évidemment, on pense que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, donc ce risque existe, et c'est un élément de ce qui doit constituer, de mon point de vue, le moral de la nation. C'est à la fois une dimension morale et c'est le moral que d'avoir tous les éléments, mais en sachant raison garder. Et c'est pour ça que ce je connais bien Fabien Mandon, je l'ai connu notamment dans le cadre de la mission Afrique, c'est quelqu'un de calme, de posé, ça n'est pas un va-t-en guerre. C'est pour ça que, en quelque sorte, je le soutiens, quoi. On a bien compris. Est-ce que pour autant, Nicole Nisotto, c'était justement à un chef d'état-major des armées de tenir de tels propos à cet endroit-là ? Je pense que s'il l'a fait, c'est qu'on l'a laissé faire. Et pas qu'il était sur instruction, mais en tout cas, il n'a pas pris l'initiative de lui-même. Mais je crois que c'était une erreur, malgré tout. Je crois que c'est un excellent chef d'état-major. C'est pas un bon communicant, parce qu'il a réussi à faire l'effet inverse que ce dont il peut-être avait envie, qui était de rassembler la nation, faire nation, ce qui est un gros problème chez nous aujourd'hui, et de mobiliser l'opinion. En fait, il a divisé la nation, il a fait peur, j'imagine, à beaucoup de jeunes générations. Susciter un réflexe pacifiste chez certains, c'est ça ? Je pense. Mais je crois surtout qu'il y a une très grande confusion, au-delà des propos du chef d'état-major. Il y a une très grande confusion aujourd'hui dans le débat depuis 1 an à peu près. Tous les responsables, pas seulement français, mais les responsables européens, le secrétaire général de l'OTAN, tous nous disent il faut se préparer à des guerres, des conflits de haute intensité, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas les moyens, et il faut se préparer à la guerre. Les services secrets allemands ont même sorti une date, 2029, voire maintenant ils ont dit 2028, il faut se préparer à la guerre. Et ça, je trouve que c'est une aberration. Ce qu'il faut dire aux opinions publiques, c'est que la guerre est possible parce qu'il y a une menace russe, donc il faut se préparer à la défense pour être tellement fort qu'il n'y aura pas de guerre. Et je trouve que cette confusion du débat public est absolument dramatique, c'est-à-dire que la confusion est faite, et peut pour certains volontairement, parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent vraiment aller à la guerre pour en finir une fois pour toutes avec la menace russe. Mais je crois qu'il faut dire aux citoyens que la défense est inévitable, et plus on sera fort, plus on sera prêt à se mobiliser et à perdre nos enfants, moins la guerre sera probable, et que Poutine ne connaît que ça, que la force. Donc il faut le dissuader d'entrer en guerre. Pablo Pio-Vivien, est-ce que vous avez cédé à un réflexe pacifiste en entendant les propos du chef d'état-major des armées? Qu'est-ce que ça vous a inspiré finalement? Alors, je ne sais pas ce que vous sous-entendez par pacifiste, mais je crois que le chef d'état-major des armées et le président de la République sont des pacifistes. Enfin, je l'espère. C'est-à-dire que ce qu'ils recherchent à tout prix, c'est la paix. Peut-être que vous voulez me dire, est-ce que ça a suscité un sentiment antimilitariste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Non. À titre personnel, je pense qu'on a besoin de notre armée. Je pense qu'on a besoin d'une armée qui est formée. Je pense qu'on a besoin d'une armée de métier. Et je pense qu'on a besoin d'une armée performante. Après, la question qui est soulevée par Nicole... Le sens de ma question, c'est finalement de se dire, mais est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent pour la défense? Est-ce qu'on a besoin de créer... On va évidemment parler du service militaire volontaire proposé par le chef de l'État. Voilà. Est-ce que la menace russe justifie tout ça? Alors, vous mettez le doigt, à mon avis, au juste endroit, qui est celui du débat. Et celui du débat, en fait, sur cette question de la guerre, sur la question de la défense. Je prends un exemple. Les propos du SEMA étaient inscrits en fait dans une séquence qui a commencé maintenant il y a plusieurs mois. Le président de la République, par exemple, parle de guerre hybride. Je trouve ça très intéressant. Il nous dit on est déjà en fait en guerre hybride avec la Russie. En quoi dire on va perdre nos enfants, en quoi dire on va faire un service militaire pour apprendre à porter des FAMAS, en quoi est-ce qu'on répond en fait à cette guerre hybride? Est-ce qu'il nous a dit on va embaucher des informaticiens et des hackers? Non. Il nous dit on va faire un service militaire et ça va donner de la vigueur à la population. Vous dites que c'est pas la bonne réponse. Non, je pense qu'il ne répond pas, il ne pose pas correctement les termes pour que ensuite le débat public puisse s'emparer en fait de cette question qui est si importante. On va vraiment rentrer dans toutes ces questions. Faire nation, est-ce que c'est la bonne réponse? On va vraiment pouvoir détailler tout ça, mais je voudrais revenir quand même en détail. Vous l'avez évoqué, Monsieur Bockel, ce que dit le général Fabien Mandon devant les maires de
de France. Effectivement, il parle des militaires d'aujourd'hui, des femmes et des hommes qui sont déjà engagés. Et puis après, il se pose la question de est-ce qu'on est prêt à souffrir économiquement? Ça va ouvrir un débat sur, effectivement, l'argent qu'on consacre à la défense de notre pays. On écoute le chef d'état-major des armées. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Donc là, vraiment, je voudrais qu'on se concentre sur la dernière partie de sa déclaration, souffrir économiquement. Est-ce que vous pensez, Jean-Marie Bockel, qu'il y a une majorité de Français qui, dans un contexte de tension budgétaire, on en parle tous les jours dans cette émission, ou presque une majorité de Français prêts à consacrer autant de milliards d'euros à la défense? Il y a deux aspects. Il y a d'abord l'économie de guerre. Et ça, c'est un propos qui est maintenant tenu par tous les responsables et qui se met peu à peu en œuvre, au niveau d'ailleurs, non seulement de la France, des pays européens et aussi des partenariats européens qui enfin peut-être vont un peu avancer plus que par le passé parce que nécessité fait loi. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect budgétaire. C'est la mise à niveau. Les fameux 3% du PIB, mais c'est la mise à niveau qui se met en œuvre maintenant dans tous les pays. Certains pays ont pris un peu d'avance parce qu'ils sont aux frontières, comme la Pologne, par exemple, pays baltes ou la Grande Pologne, mais la France a commencé, loi de programmation après loi de programmation, à aller dans cette direction, que ce soit sous Hollande, puis sous Macron. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un certain consensus. Je pense, mais évidemment, ça n'est pas neutre. Il y a aussi, vous évoquiez d'ailleurs, je suis peut-être hors sujet, mais j'ai bien aimé le début de votre propos, parce que quand vous disiez, moi je suis pacifiste, mais je ne suis pas contre l'effort de défense, je croyais entendre mon fils, qui se voyait comme soldat de la paix, qui n'était pas militariste, mais qui croyait dans la nécessité de la défense. Il y a ce que vous évoquez dans votre propos, c'est la dimension hybride. Oui, ça on en parlera un peu plus tard. Alors on en parlera plus tard. Parce qu'on reste sur la question du budget. C'est aussi l'économie. Bien sûr, ça se rejoint, évidemment, on est bien d'accord. Mais et effectivement, où est-ce qu'on met ces milliards? Est-ce que c'est prioritairement créer un service national volontaire ou est-ce que c'est embaucher des hackers et des agents pour lutter dans l'espace cyber? Votre avis, Nicole Isotto, sur l'acceptabilité d'un budget de guerre à ce point renforcé? Mais là aussi, je suis désolée de me répéter, mais il y a une vraie confusion dans le débat et dans les termes qu'utilisent malheureusement nos responsables. Ça fait 2 ans que aussi bien notre président que le secrétaire général de l'OTAN nous disent que nous sommes en économie de guerre et qu'il faut encore plus passer en économie de guerre. Ce qui est absurde, on n'est pas du tout en économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire réquisition des transports, des services publics, etc. La Russie est en économie de guerre. La Russie est en économie de guerre. Nous, on est dans une économie de paix, mais dans laquelle, à cause de l'évidence d'une menace future, on a décidé d'augmenter les dépenses militaires. Et donc, tous les pays de l'OTAN et de l'Union ont accepté de passer à 3,5% de PIB pour que les dépenses de défense passent à 3,5% du PIB. Les Français, on est à peu près à 2. Mais ça n'est pas du tout une économie de guerre. Et donc, quand le général Mandon parle de est-ce qu'on est prêt à souffrir économiquement, à perdre nos enfants, c'est-à-dire il prend un scénario de guerre qui n'est pas là, et donc encore, je répète, tout l'objectif de son propos, en tout cas je l'espère, et tout l'objectif de la préparation de la nation, c'est de faire en sorte qu'on soit tellement fort qu'il n'y aura pas de guerre, et qu'il n'y aura pas donc cette souffrance Jean-Marie économique. Bockel, vous voulez réagir? Juste un mot, passer à 3,5%, passer le budget de dépenses à 3,5% des dépenses, sachant que
dans le cadre de l'Union européenne, la Commission a accepté quand même quelque chose de très important. Toutes les dépenses de défense que l'on va faire à partir de maintenant seront exclues du calcul des déficits publics. Ça nous arrange bien. Absolument. Ça veut dire que notre gouvernement peut essayer de rester dans les clous de 3% du déficit public. On n'y sera pas, on sera à 5%, tout en dépensant beaucoup pour la défense. Et donc, ça ne sera pas une souffrance pour les citoyens. Jean-Marie Bockel, et ensuite je reviens vers Pablo Piovi. Je ne suis pas en désaccord sur le fait qu'on n'est pas en économie de guerre comme on a pu connaître par le passé ou comme la connaissent les Russes. Mais on est, c'est là que j'ai un point de désaccord avec vous, on est tendanciellement dans une période où on sait qu'on va devoir monter en puissance. Je vous donne juste un exemple. C'est l'exemple des munitions. On sait très bien que si on était partie prenante d'un conflit, même limité à un moment ou à un autre, et le général Burkhardt le disait lui-même à l'époque, enfin je n'apprends rien à personne, ça ne fonctionnera pas. Le fait que dans certains domaines on ait progressé, on progresse depuis longtemps sur la question cyber. C'est un dossier sur lequel j'avais travaillé au Sénat et on doit encore faire des efforts. On s'est réveillé tardivement et on progresse sur les drones, etc. Oui, mais ça ne fera pas souffrir économiquement la population française. Alors, comment vous dire ça ? Rien n'est jamais neutre. Il y a à la fois dans cette évolution de l'économie des opportunités, des entreprises qui vont travailler, des emplois qui vont être maintenus ou créés, mais il y aura des choix. Et quand on fait des choix, parce qu'il y a un risque très important, forcément, il y a des conséquences et il y aura forcément des... voilà, c'est... Après, l'exégèse peut aller à l'infini. Non. Mais en fait, c'est pas sur les mots. Ce que je veux dire, on est d'accord sur beaucoup de choses dans le monde qui vient, c'est évident. Mais est-ce qu'on doit, alors je le dis sous forme de question, est-ce qu'on doit, à un moment donné, dire oui, il faut qu'on se prépare, etc., la défense, je suis d'accord, mais voilà, n'inquiétons pas trop nos concitoyens, il y a déjà assez de problèmes comme ça. Bon, je pense qu'il faut éviter à un moment où brutalement on doit dire un certain nombre de choses. Donc là, vous préférez qu'on prépare étape par étape. Préparer les esprits. Et c'est le meilleur moyen aussi d'éviter que des réactions pacifistes au sens antimilitariste, qui ont toujours existé, qui existeront toujours, à un moment donné deviennent rencontrer une incompréhension. Voilà, c'est juste ça. Sur les choix difficiles budgétaires, c'est-à-dire à quoi on renonce pour augmenter notre budget de la défense. De toute façon, ça peut... moi, quand j'entends le chef d'état-major des armées, c'est souffrir économiquement, ça peut être ça aussi. Je comprends votre interrogation et là encore une fois je pense que le curseur n'est pas mis au bon endroit. La question c'est pour faire la guerre, que ce soit d'ailleurs une guerre offensive ou une guerre de défense, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait la guerre, qu'est-ce qu'on défend au fond. Et ce que l'on défend, quand vous lisez à la fois Jaurès, on en parlait tout à l'heure, mais quand vous lisez Barbus, Roger Martin Dugard, etc., tous ces gens qui ont écrit sur la guerre, tous ces gens qui ont cherché en fait les raisons pour lesquelles en fait au bout d'un moment vous avez collectivement des décisions qui sont prises d'aller à la guerre. Ils le disent tous, ils le font au nom, par exemple, d'une certaine idée de la République. Ils le font au nom d'une certaine idée de la démocratie. Ils le font au nom d'une certaine idée de la prospérité, en fait, que l'on défend dans notre pays. Oui. La question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, en 2026, en 2027, est-ce qu'on est capable véritablement de dire, par exemple, l'Europe, au sens large, est un endroit où, quand on défend l'Europe, on défend la démocratie. Quand la moitié des pays auront viré facho. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Est-ce qu'on est capable dans un pays ou dans un territoire en fait où vous avez beaucoup d'espace qui rentre en récession, où il y a des grosses difficultés économiques, où vous avez des gens qui crèvent la faim, qui n'ont pas de toit, etc. Est-ce qu'on est capable de dire en défendant l'Europe, on va défendre la prospérité? Eh bien non. Donc là, les choix en fait qui nous sont proposés par Emmanuel Macron et son chef d'état-major des armées, je pense que il va falloir quand même ça, en fait, avec ses imperfections, il y a un modèle que je suis prêt à défendre face à la Russie. Pardon. Oui, un modèle qui est quoi? Qui est la Hongrie de Orban. La Hongrie d'Orban. Pour l'instant, ils sont minoritaires, ces pays-là, sur les 27. C'est pas des allées simples, les votes dans ces pays, comme ça a pu arriver dans d'autres pays, d'autres continents. Vous avez tout à fait raison. On va arrêter de défendre l'Europe parce qu'il y a 2 pays qui ont basculé à l'extrême droite. Non, excusez-moi, mais vous n'êtes pas sans savoir que la montée de l'extrême droite, c'est un peu partout. Bien sûr. Non, mais il faut se poser cette question. Honnêtement, et la question de savoir... Je pense que contrer la Russie, c'est justement défendre ce modèle-là, notamment contre les extrêmes droites qui vont au pouvoir. Poutine sourit. Je
je suis d'accord avec vous. Allez regarder en fait l'état la défiance en fait des Français et des Françaises, pour ne prendre que notre pays, vis-à-vis de nos institutions, vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis en fait de ce qui fonde notre démocratie, de la justice. Vous avez une majorité en fait de Français qui sont défiants de tous ces espaces-là. Et eux, vous allez leur dire, peut-être que vous pouvez y aller sur le front russe, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent. On va voir dans une minute. Vous avez vu le sondage sur les jeunes? Alors ils sont majoritairement. On va allez hop, vous m'offrez la main, puisque les sondages, on va les regarder tout de suite. C'est Quentin Calmet qui va nous détailler un peu la réaction des principaux intéressés. Quentin, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Avec donc cette citation du chef d'état-major des armées prêt à accepter de perdre ses enfants, mais qu'en pensent les jeunes? Alors on a vu une étude de l'Ipsos réalisée la semaine dernière qui donnait le détail par tranche d'âge de réaction à ces propos. C'est tout de même un jeune sur 3, 32%, qui estime que ces propos de Fabien Mandon sont nécessaires pour préparer les Français à une éventuelle aggravation du conflit. C'est plus que la moyenne des Français qui est à 29%. On a interrogé Christelle Craplet qui a travaillé sur cette étude pour l'Ipsos, elle nous l'explique. Effectivement, si la majorité considère que c'est excessif, il y en a quand même presque 1 sur 3 à l'échelle nationale qui considèrent que c'est nécessaire parce qu'il faut préparer les Français à une éventuelle aggravation du conflit. Et les jeunes, de ce point de vue-là, n'échappent pas à la règle. Eux aussi sont 32% à considérer que c'est une nécessité. Mais quand on regarde quand même chez les plus âgés, les 65 ans et plus, cette part, elle monte à 43%. Donc cette conscience d'une nécessité de préparer les esprits, elle est quand même un peu plus forte chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Alors, ce n'est pas ce que disait le chef d'état-major des armées, mais il y a aussi la question d'un éventuel envoi de troupes françaises en Ukraine. Et les jeunes y sont beaucoup moins opposés que leurs aînés. Oui, c'est aussi dans l'étude de l'Ipsos à la question « Êtes-vous favorable ou opposé à l'envoi de troupes militaires françaises en Ukraine ?» Seuls 17% des Français répondent favorables, 70% y sont opposés. Mais si on regarde maintenant par courbe d'âge, eh bien on voit qu'il y a davantage de jeunes qui se disent favorables. 36% chez les 18-24 ans contre seulement 15% chez les 65 ans et plus. Alors pourquoi les jeunes sont-ils moins opposés à cette idée d'envoyer des troupes françaises en Ukraine? Écoutez à nouveau Christelle Craplet. C'est plutôt une posture un peu théorique à l'idée d'une idée qui, pour l'instant, n'est pas vraiment concrète à leurs yeux. Voilà, qu'une approbation vraiment très, très prononcée à l'idée d'envoyer des troupes militaires françaises en Ukraine. Et puis, il y a une autre thématique sur laquelle on a sondé les jeunes, c'est le service national volontaire annoncé par le président de la République. Voilà, j'ai regardé l'étude d'Odoxa pour Le Figaro à propos d'un nouveau service militaire d'une durée de 10 mois, rémunéré sur la base du volontariat. 79% des Français trouvent que c'est une bonne idée. Seuls 24% de l'ensemble des personnes interrogées se disent elles-mêmes prêtes à s'engager. Eh bien, le chiffre, il est plus élevé chez les jeunes. Ce sont 38% des 18-24 ans qui se disent prêts à s'engager eux-mêmes. 32% des 25-34 ans, contre donc 24% si on prend la moyenne des Français. Merci beaucoup, Quentin, pour tous ces chiffres. Nicole Nesotto, est-ce qu'ils vous surprennent ces résultats? Non, pas du tout. Je trouve que peut-être les Français, les jeunes Français ont une espèce de bon sens parfois beaucoup plus grande que celle de l'ensemble de la nation et de la classe politique. Ce que je veux dire, par exemple, mais en même temps, quand on dit « est-ce que vous êtes prêt à aller en Ukraine ?» ça n'a pas de sens. C'est pour faire quoi, la vraie question? Si c'est pour aller se battre contre les Russes, on peut comprendre que les jeunes hésitent. Si c'est pour mettre en œuvre, comme le proposait la France et d'autres pays, une coalition pour aider l'Ukraine à sanctuariser un processus de paix, je trouve très normal que les jeunes Français aient envie de s'engager. Mais je trouve que tous ces sondages posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Qu'est-ce que c'est que faire nation aujourd'hui en France? Et on sait que dans nos démocraties, pas seulement la France, mais les sociétés sont de plus en plus parcellisées, de plus en plus fragmentées, que les réseaux sociaux jouent beaucoup dans la cassure du lien social et du lien collectif, et que les sociétés sont vraiment de plus en plus individualisées. Et faire nation aujourd'hui pour défendre la patrie, c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'était, par exemple, en 14 ou même en 40. Et donc, c'est un travail énorme. Et c'est pour ça que, même si je critique les propos du général, je pense que sur le fond, ils ont raison de vouloir préparer à la défense, je maintiens la différence et non pas à la guerre, de préparer à la défense parce qu'il faut convaincre les gens que la nation est un bien collectif. Et c'est là où je voudrais revenir, on va peut-être en parler, du service militaire. Mais par exemple,
Je trouve pas normal, vraiment pas normal, qu'il n'y ait pas eu une convergence entre le ministère des Armées qui va supporter la création de ce service militaire volontaire et le ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que dans Parcoursup, pour ne pas uniquement envoyer comme volontaires des jeunes gens qui ne feront pas l'université, parce que ceux qui font l'université, ils n'ont pas envie d'aller faire le service militaire. Il faudrait que dans Parcoursup, l'option du service volontaire soit une option parmi d'autres du choix universitaire. Et qu'un élève de grande école ou un futur ingénieur, s'il a envie de s'engager, il puisse le faire sans penser qu'il est défavorisé par rapport à sa classe d'âge universitaire. Je trouve que ça, c'est très important pour consolider la nation, pour éviter que ce soit uniquement les sans-travail, les chômeurs qui s'engagent dans la réserve militaire. J'ai 2 réactions là de téléspectateurs et téléspectatrices, des parents en l'occurrence et des mamans. Adeline qui nous écrit de Tarare. Mon fils de 18 ans me dit qu'il veut y aller, mais j'ai peur qu'il ne comprenne pas vraiment ce que ça implique. Céline qui nous écrit de Saint-Saturnin, ma fille de 19 ans hésite à s'engager, non pas par patriotisme, mais pour défendre un modèle, un système de valeurs. Ça rejoint le débat qu'on avait avec Pablo à l'instant. Je pense que c'est important de ne pas seulement se reposer sur le patriotisme. Jean-Marie Bockel, est-ce que dans les chiffres qu'on a entendus un instant, finalement, des jeunes qui sont prêts, plus que la moyenne des Français, à s'engager, vous avez été insurpris? Et puis, est-ce que vous y voyez une expression de patriotisme? D'abord, si ces sondages avaient porté, et là je vous rejoins, sur défendre l'Europe, et c'est le principe même de la solidarité, pas aller en Ukraine, je pense qu'il y aurait eu encore davantage de consensus. Ensuite, le patriotisme et faire nation. J'ai aussi beaucoup travaillé sur ces questions et je continue, je préside une association qui s'appelle Solidarité Défense, qui est aux côtés des soldats blessés, des familles des tués, mais également du lien armée-nation. C'est une évolution, c'est une notion qui change. Et je vous donne un exemple d'ailleurs qui est venu à l'esprit dans notre débat, qui n'est pas franco-français. Regardez l'Ukraine. Ce que c'était comme pays avant le conflit, ou même avant sa nouvelle indépendance, et ce qui est en train de se forger, avec plein de défauts, plein de problèmes, la corruption, enfin tout ça, mais les gens vont quand même au combat, la jeunesse se bat. Et la nation, ce qui fait nation, et ce qu'on appelle le patriotisme, c'est un concept qui est en évolution permanente. C'est pas l'époque de 14-18, c'était une autre époque, la France rurale, enfin bon. Donc, je pense que c'est quelque chose, et les jeunes qui vous ont appelé le montrent bien, qui, dans l'esprit des gens, traduit quand même un certain nombre de valeurs, une manière de vivre, une perspective aussi de ce que doit être leur avenir, qui rend possible. Le point de désaccord quand même que je voudrais exprimer, mais il paraît qu'on n'est pas encore sur la partie service militaire de notre propos, mais ce que vous avez dit, c'était quand même très intéressant sur l'idée d'associer d'autres ministères. En soi, on ne peut être que d'accord. Parce que derrière le service volontaire, il y a toute la démarche du volontariat. Et les jeunes s'engagent de plus en plus, bien sûr dans la réserve militaire, la réserve justice, la réserve gendarmerie, mais aussi dans les ONG, dans les associations, le scoutisme, etc. Mais le SNU, le service national universel, qui devait fédérer cette démarche, qui était pavé de bonnes intentions, qui associait d'ailleurs les ministères, éducation nationale, etc., à accoucher d'une souris. Or là, l'objectif est plus modeste. L'objectif, c'est vraiment un service militaire qui pourra nourrir la réserve, susciter des engagements, qui contribuera à faire nation, mais qui ne vise pas la totalité de la jeunesse. On parle de 50 000 dans 9-10 ans, peut-être un peu plus, on verra. Je crois que c'est un objectif limité. Si on lui fait porter trop d'objectifs, le risque, c'est qu'à nouveau, ça ne marche pas. Oui, et on verra avec Mickaël dans une minute s'il ne faut pas aller plus loin, peut-être revenir au service militaire obligatoire. Je voudrais parler d'engagement, de patriotisme encore et vous entendre, Pablo Pio-Vivien, parce que j'ai vraiment envie d'entendre votre avis là-dessus. Mais d'abord, on écoute un jeune militaire il s'appelle Serge Matisse. Il s'est engagé dans l'armée de l'air en 2023. Il a déjà une mission en Afrique à son actif et il explique pourquoi il s'est engagé.
Je voulais donner un sens à ma vie, je voulais découvrir une facette de moi que je ne connaissais pas encore, que ce soit sur le déplacement ou que ce soit ou professionnellement. C'était loin de moi toutes ces idées forcément qu'on peut entendre aujourd'hui. Après, comme je vous ai dit, on n'oublie pas, l'engagement pour moi est un mot qui est important. Je sais pourquoi je me suis engagé. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut qu'il y ait un sens et il faut qu'on soit sûr de notre engagement. Je pense que les gens qui s'engagent connaissent les risques, connaissent les conséquences. Pablo Pio-Vivien, est-ce qu'on lit trop, au sens du lien, le patriotisme et le fait d'être prêt à s'engager dans l'armée, à faire la guerre? Alors, c'est très intéressant parce que justement, le jeune que vous avez interrogé, il est effectivement militaire, mais militaire dans une mission particulière en fait de l'armée puisqu'il est pompier. Et ça c'est aussi quelque chose que je trouve manque lorsque Emmanuel Macron parle des armées, parler de toutes les missions que remplit l'armée. Remplit l'armée sur le territoire national, enfin je veux dire, ils s'occupent, les pompiers de Marseille et les pompiers de Paris sont des militaires, mais ils remplissent aussi des missions en haute montagne, dans des zones complexes. Et tout à l'heure, Nicole faisait mention de si on envoie des soldats en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, on appartient aussi à des forces coalisées armées, dans lesquelles on peut avoir des missions de défense. Tout ça est très important. Et parfois, ça manque, je trouve, dans les discours de certains hommes et femmes politiques. Pour revenir à la question du patriotisme et à la guerre, je pense que ces deux notions, moi, je n'aime pas les lier, parce que ça me fait toujours penser à... C'était ce qu'écrivait même De Gaulle quand il avait 22 ans, en 1912, il disait « Oui, il faudrait une bonne guerre, parce que maintenant, ça fait 40 ans qu'on est en paix, et la France devient un peu molle, et pour refaire nation, il faudrait une bonne guerre. » Il disait ça en 1912. Là, lorsque j'entends Emmanuel Macron, sur RTL ou bien dans son discours, j'entends la même chose en fait. Et même dans ce que vous dites, Monsieur Bockel, moi je pense qu'il y a d'autres façons en fait d'être patriote. Les artistes peuvent être des patriotes, les salariés peuvent être des patriotes, les fonctionnaires peuvent être des patriotes. Il y a plein de façons de s'engager et de donner en fait à la nation. Alors on parle de la menace russe. Je n'ai jamais dit que je voulais une bonne guerre. Là, on s'est mal compris. Oui, mais parfois c'est ce qu'on peut penser. D'ailleurs, dans l'histoire de France, l'histoire de France, ça a fait partie en fait du corpus de certains hommes et femmes politiques, à la fois au début du XXe siècle, dans les années 30, et encore aujourd'hui, parfois. Moi, c'est la paix, mon combat. Bien entendu, j'entends bien, et on partage ça. Et pour obtenir la paix, est-ce qu'il faut effectivement renforcer notre armée avec un service militaire? Alors, il y a d'abord, vous l'avez détaillé, mais on va quand même écouter une partie du discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il annonce la création de ce service national sur la base du volontariat. Il est en Isère devant la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars. Le service national s'adressera aux jeunes Françaises et Français majeurs qui auront exprimé leur volontariat lors de la journée défense et citoyenneté, qui deviendra journée de mobilisation en se recentrant sur les fondamentaux. Je veux ici insister sur le fait que le service national concernera seulement des volontaires et le cœur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans. En cas de crise majeure, le Parlement pourra autoriser de faire appel, au-delà des seuls volontaires, à ceux dont les compétences auront été repérées durant cette journée de mobilisation, et alors le service national deviendrait obligatoire. Michael, vous dites qu'il faut aller plus loin. Vous dites que le courage politique, c'est de rétablir justement un service militaire national obligatoire. Oui, parce qu'on parle beaucoup, et le président en a parlé également, du lien social et du fait de vouloir renforcer le lien armée-nation. Il va encore de l'évoquer. Alors, on a créé un dispositif, le service civique, un échec, mais en fait, on ne touche jamais au cœur du problème. C'est comment se faire se retrouver une société française qui ne se rencontre plus. Or, le seul outil qui permet un brassage réel, massif, concret, eh bien, c'est une période de service militaire obligatoire, au sens large du terme, et force est de constater que ce sujet reste effectivement soigneusement évité par l'ensemble des élus. C'est peut-être un peu radical ce que vous proposez, ou alors la nostalgie, le c'était mieux avant? Non, je m'explique. En fait, rétablir un service national obligatoire, c'est imposer un effort commun à toute une génération, c'est mettre de côté, c'est mettre côte à côte des jeunes qui ne vivent plus dans le même monde.
il y a cette question du sens. C'est le ciment qui permet le brassage social. Où sont les espaces aujourd'hui où se rencontrent des enfants de cadres sur le même pied d'égalité que des habitants de quartiers populaires ou du monde rural? C'est offrir effectivement un cadre, une mission, une expérience qui dépasse leur propre cercle. Bref, c'est redonner chair à la citoyenneté. Certes, ça coûte effectivement de l'argent, ça bousculerait les habitudes, mais le courage politique, le vrai, justement, ça ne consiste pas à gérer l'existant, il consiste à proposer une vision. Effectivement, et donc de déclencher une sorte de choc de citoyenneté, c'est ça? Exactement. Et ce débat doit dépasser, à mon sens, simplement le retour à une volonté fantasmée de militariste. Ça n'est absolument pas le sujet. Il n'est pas question non plus de transformer chaque jeune Français en soldat, mais de concrétiser une appartenance à une communauté nationale. Bien sûr, rétablir un service militaire obligatoire, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et ça aura évidemment un coût, mais on ne peut pas continuer à disserter sur la France en archipel, la France fragmentée. Il faut aussi être réellement disruptif, pour employer ce terme qui en général est employé par des gens qui restent prudents. Et en fait, il faut se rappeler aussi les mots d'un ministre de la Justice, un avocat, non pas celui auquel on peut penser, il s'appelait Danton. Il était à la tribune de l'Assemblée lorsque la toute nouvelle et fragile République était menacée de toutes parts. Il avait dit « Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée ». C'était en 1792. Bon, ça ouvre le débat. Est-ce qu'il faut un service militaire obligatoire, On revient à 97, avant 97 et la suppression par Chirac pour déclencher ce choc de citoyenneté dont parlait Michael à l'instant. Jean-Marie Bockel, pour commencer. Pablo, j'ai vu que vous aviez beaucoup de contre-arguments. Vous les aurez, et Nicole les autres, évidemment. Je suis en désaccord avec Michael Darmon. On est peut-être deux à avoir fait notre service militaire. Et moi-même, j'en garde... Chasseur alpin, Couette-Quidan, j'ai été aspirant, j'ai fait ensuite 38 ans de réserve militaire. J'ai aimé le faire. Donc je n'en pense que du bien, service militaire. Mais alors pourquoi il ne faut pas y revenir? Parce que, alors déjà par rapport au débat qu'on a eu, annoncé, s'il avait dit cette chose-là, des choses dont on sait qu'à un horizon visible, on ne le fera pas, pour toute une série de raisons, dont les raisons financières ne sont certainement pas les raisons premières. Parce que là-dessus, il n'y a pas consensus dans le pays. Il faut qu'il y ait une forme de consensus dans tout le pays. C'est énorme. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir, par rapport aux enjeux de défense qu'on évoquait, les priorités qu'on se donne. Donc, vouloir le dire alors qu'on sait qu'on ne le fera pas avant longtemps, de mon point de vue, c'eût été une erreur. Je ne dis pas jamais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président Macron, lorsqu'à la fin, il a dit de manière que je n'ai trouvé pas complètement claire, pour certains, ce sera peut-être... Non. Où on le fait, en cas de crise où majeure, on le fait pas. Voilà. Dit en cas de crise majeure, ça devient obligatoire. Mais alors, en cas de crise majeure, alors c'est un autre sujet, il faut l'expliquer. Il nous reste moins de 5 minutes, voilà, je reprends la main. Est-ce que oui ou non, il faut revenir? Donc vous dites non. Pas aujourd'hui en tout cas, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Je dis la même chose, mais... Rappelez-vous, pendant la guerre froide, on avait une conscription obligatoire uniquement pour les hommes. On avait une politique de défense qui était la défense du territoire et de la démocratie. Aujourd'hui, quand vous regardez le débat stratégique en Europe, on ne parle que de défendre les territoires. Il faut défendre les pays baltes, il faut défendre peut-être la Pologne, on ne parle plus de défendre notre système démocratique. Et là-dessus, je vous rejoins complètement. Et c'est là où il y a un vrai problème de faire nation. Il ne s'agit pas de défendre un territoire, il s'agit de défendre un territoire sur lequel il y a un système politique que l'on défend. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième chose, on avait une armée de conscription qui était un des éléments, l'élément humain d'une politique de dissuasion de la guerre, qui était une politique de dissuasion nucléaire dont la séquence conventionnelle, évidemment initiale, avait pour but de faire un signal aux Russes, aux Soviétiques, en leur disant « si mes intérêts vitaux sont en jeu, je vais jusqu'au nucléaire ». Or, aujourd'hui, on parle de la guerre comme si la France n'était plus une puissance nucléaire. C'est pour ça que je suis encore une fois critique de ce qu'a dit le chef d'état-major. Il ne faut pas donner aux gens l'impression que la guerre est inévitable. On a la dissuasion nucléaire dont l'objectif est d'empêcher la guerre. Mais on l'avait déjà quand il y avait encore le service militaire. C'est
bien ce que je dis. Mais à l'époque, on ne disait pas que la guerre était inévitable. Aujourd'hui, on fait comme si la dissuasion n'existe plus, comme si la guerre conventionnelle était possible. La guerre conventionnelle, les Russes veulent peut-être la faire, mais c'est à nous de dire vous ne la ferez pas parce qu'on sera déjà tellement armés que vous ne la ferez pas. Est-ce que quand même la guerre en Ukraine n'a pas changé la donne et donc n'oblige pas à revoir ce modèle stratégique quand même, Pablo Piovi? Le modèle stratégique qui est quoi? Qui consiste à dire on a la guerre nucléaire, donc on a l'arme nucléaire, donc il n'y aura pas la guerre. C'est pas ce que je dis. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est que dans cette doctrine en fait de dissuasion nucléaire, qui est la nôtre, qui est celle de la France depuis les années 60, et qui a fait que au cours d'une longue histoire, c'est un président de droite, Jacques Chirac, qui a abandonné, qui a supprimé le service militaire obligatoire, qui a suspendu tout à fait le service militaire obligatoire. C'est important parce qu'il y avait un consensus en fait à ce moment-là qui n'a fait que grandir en fait dans la population. Dans les années 80-90, vous aviez déjà toute une partie en fait des générations qui devaient faire le service militaire obligatoire qui ne le faisaient pas en fait, qui trouvaient des moyens. Exact. Parce que avoir des fantassins en fait dans un moment où en fait on a une bombe atomique, les gens ne voyaient pas trop l'intérêt. On voyait l'intérêt pour se projeter. C'est très important d'avoir des forces de projection. Mais attendez, et juste, je termine en fait sur ce service militaire parce que c'est très intéressant l'argumentaire de Michaël Darmon. Le lien social et la citoyenneté. Exactement. C'est-à-dire que Michaël Darmon, et il a raison, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais en même temps, c'est son argumentaire, il ne parle pas de guerre. C'est-à-dire que ce service militaire ne servira pas, en fait, à, genre, demain, pouvoir nous défendre de quelconque manière que ce soit. C'est pour des missions de brassage social, de je sais pas quoi, enfin, tout ce qu'a raconté Michaël. Très bien. Comment? Argument du président de la République. Argument du président de la République, sauf qu'il nous parle aussi, en fait, de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélange, en fait, dans sa tête et dans ses propos, qui, à mon avis, n'est pas bon. Je vous interromps parce qu'il nous reste 40 secondes à vous de la conclusion. La dissuasion nucléaire, c'était bien de l'avoir rappelé, n'existe que s'il y a une armée conventionnelle, des alliances, parce que vis-à-vis de quelqu'un comme Poutine, sinon c'est « Ah bon, mais moi je peux faire plus fort, moi je peux te détruire, donc ça n'est pas... » Mais l'affrontement de deux puissances nucléaires, ce n'est pas possible. Mais on est d'accord. Donc la question conventionnelle est importante. Enfin, puisqu'il faut conclure, la dimension de faire nation, la dimension sociale, je dirais par rapport à l'enjeu de défense, c'est quelque chose qui, année après année, peut se bâtir de surcroît. Mais il ne faut pas tout mélanger, sinon à l'arrivée, il n'y a rien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Votre livre, Nicole Niesotto, Fracture dans l'Occident aux éditions Odile Jacob, et puis Pablo Pio-Vivien, on vous lit dans la revue Regard, puisque notamment ce dernier numéro est consacré à ces enjeux de guerre. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat et à très bientôt sur notre antenne. Notez que le député socialiste Emmanuel Grégoire, qui est candidat à la mairie de Paris, sera l'invité d'Oriane Mancini demain dans notre matinale. Belle soirée.